Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous pour un nouveau forum. Le monde connaît la plus importante génération de jeunes de son histoire. Un quart de la population mondiale est âgée aujourd'hui de moins de 24 ans. Plus de 90% des 1,8 milliard d'adolescents et de jeunes entre 10 et 24 ans vivent dans les pays en développement. L'Afrique accueille la plus grande part de jeunes au sein de sa population avec 40% de citoyennes de moins de 15 ans. Et ces chiffres vont continuer d'augmenter au cours des 2 prochaines décennies, particulièrement en Afrique subsaharienne qui connaît une croissance démographique exponentielle. Alors, question, les jeunes se sentent-ils concernés par le développement? C'est la question que nous posons aujourd'hui avec particulièrement le cas togolais, avec 2 invités que j'ai l'honneur de vous présenter tout de suite. Nous sommes avec Médissa Sama. Médissa, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes responsable projet au collectif des jeunes pour le développement. Absolument. Et chef d'entreprise. Hein? C'est ça. Quelle entreprise vous managez? Dans quel domaine exercez-vous exactement? Alors, disons que je suis dans le domaine de fourniture et services et tout ce qui est matériel informatique, fourniture de bureau, tout ce qui est service, tout ce qui est champagne, boisson, C'est plutôt donc dans le commercial. Un peu de tout, on va dire. Avec vous, Pascal Dossouvi. Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes le président de Synergie des jeunes leaders pour le développement de l'Afrique. Exactement. Une association, une ONG, un mouvement politique. Que faites-vous? Une association de jeunes panafricains. On est plus dans le leadership, dans l'éducation de la jeunesse togolaise et africaine. Le panafricanisme, un mot creux, un slogan creux ou une réalité qui vient d'une vision pour déboucher sur quelque chose de concret? Une réalité, une identité, je vais même dire, parce qu'aujourd'hui, on est fiers d'être africains, on est fiers d'appartenir à cette terre-là, on voudrait quand même apporter un plus. D'accord. Justement, vous parlez de jeunes leaders. On va en parler. L'implication des jeunes dans le développement de votre pays, le Togo. Madame Zema, d'abord, comment vous jugez la motivation, ou je vais dire même l'implication des jeunes dans les initiatives de développement? Alors, je pense déjà que les jeunes sont très peu motivés, ils ne sont pas assez impliqués et qu'il faille vraiment revoir ça. Et pour ceux-là qui sont impliqués, il manque d'audace. Il manque de courage, il manque de confiance en soi. Ça veut dire que la jeunesse souffre de tout, parce que... Ah oui, on va dire fondamentalement, la jeunesse souffre de motivation réelle. Il faut être motivé, il faut aller au bout de ses objectifs et surtout avoir le courage de le faire. Est-ce que c'est une réalité togolaise ou c'est un constat qu'on peut généraliser à l'ensemble des pays africains ou de l'Afrique subsaharienne? Bon, alors je pense déjà que c'est vraiment en Afrique et il faut faire aussi la distinction entre les pays francophones et les pays anglophones. Je ne vais pas m'atteler à notre histoire, colonisation et tout ça, mais là où je vais en venir, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin de prendre conscience que c'est elle qui va diriger les choses, qu'elle doit être au devant de la chose et que personne ne viendra faire quelque chose mieux qu'elle-même. Donc c'est en fait de cela qu'il s'agit. Et puis il faut faire un distinguo aussi, quand on parle de motivation de la jeunesse, dans la gente féminine, c'est encore plus grave, on va dire. Il faut dire que dans la gente féminine, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a le poids social. Quand on est une femme, vous êtes sans savoir qu'à un moment donné, c'est la pression. Tu te maries quand, voilà, tu fais des enfants quand, tes jeunes sœurs sont avec des hommes plutôt bien, toi tu es là, toujours dans les études, qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc il y a ça. Et de l'autre côté aussi, on va dire une petite rivalité avec les hommes, on se dit égalité de sexe et tout ça. Mais il faut dire aussi que par rapport aux femmes, ça commence par évoluer parce que les femmes de nos jours ont réalisé qu'elles ont vraiment un rôle très important à jouer. Et ce rôle-là, elles sont prêtes à aller de l'avant, à l'assumer. Et c'est déjà très bien. On verra tout ça dans le détail. Pascal Dossouvi, Oui. Vous, la jeunesse, elle est timorée, engagement faible ou
vous avez de l'espoir que ça va décoller? Nous, on n'a pas de l'espoir. Nous, on va plus dans le concret, bien sûr. On voudrait aujourd'hui changer un peu les choses. Elle a dit... D'abord, comment sont les choses? Les choses, sincèrement, vont mal. Cette jeunesse, on a l'impression qu'elle ne croit plus en elle, comme Médissa l'a dit. On ne sent pas cette jeunesse. Cette jeunesse, moi, je le dis souvent, un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on est au Togo 75%. On constitue 75% de cette population. C'est un pouvoir, c'est un pouvoir qu'on a. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes ne cernent pas encore cela. C'est dommage en fait. Donc le problème c'est assez crucial et on pense quand même qu'on va trouver une solution. Oui, mais alors quel est le problème quand on écoute les discours politiques, surtout lors des campagnes? Tous ceux qui aspirent à arriver au pouvoir parlent de la jeunesse comme étant le levier de développement. Tout le monde veut s'appuyer sur la jeunesse. C'est même la plupart du temps un slogan de campagne. Mais ce que vous dites, ça me surprend. Comment la réalité peut être aux antipodes de ces discours politiques? Vous l'avez dit, discours politiques. Ils ont une vision, ils ont un objectif. Et quand ils ont besoin de cette jeunesse-là, ils disent tout. Excusez-moi, c'est comme un homme aujourd'hui, quand il cotise une femme, il est prêt à tout, en fait. C'est aussi simple que ça. Les hommes ne font pas ça, peut-être c'est ce que vous faites. La plupart, je dis. Donc, ces politiciens, excusez-moi, aujourd'hui, ils savent que cette jeunesse a un poids. Et du coup, lors des campagnes, ils essaient de sortir tous les discours possibles pour avoir cette jeunesse. Mais cette jeunesse, excusez-moi, elle est ignorante sur ça. Elle ne sait pas concrètement ce qu'elle veut. C'est un peu ça, en fait. Justement. Alors, à qui la faute? C'est la grande question. Me dis ça, d'où vient le problème? Pourquoi cette jeunesse est si timorée? Alors, je vais être tout à fait sincère. Et je pense que lorsque vous allez, je vais raisonner en homme d'affaires ou en femme d'affaires, lorsque vous allez vers quelqu'un pour négocier, vous allez voir déjà si la personne a conscience que ce qu'elle détient est un pouvoir et que vous le recherchez. Alors, si la personne qui détient ce pouvoir-là n'a pas conscience de ce que ça représente, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Vous avez en fait la force de votre côté et vous arrivez plus facilement à manager et à obtenir alors au prix même auquel on ne s'attendait pas, parfois même à crédit. C'est ça le problème. Vous venez de le dire au début de votre speech. Aujourd'hui au Togo, pour le cas du Togo, les jeunes sont à plus de 4 millions. Donc, sur une population de 7 millions. Population de 7 millions. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les leaders politiques ne peuvent rien faire sans la jeunesse. Et cette jeunesse-là, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Lorsqu'il faut décider, là on est assis autour d'une table, on parle et tout, mais malheureusement, les 4 millions de jeunes ne sont pas autour de la table. Les 4 millions de jeunes sont dans la rue. Les 4 millions de jeunes sont en train de travailler pour des leaders à crédit. Ah oui, c'est ça. Donc moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut une prise de conscience de la jeunesse. Il faut redistribuer les cartes. Et pour ça, cette prise de conscience, c'est pas se lever et dire « Ah non, j'ai pris conscience, c'est terminé ». Non, c'est pas comme ça. Cette prise de conscience doit se matérialiser par le travail. Ça veut dire que les jeunes doivent revenir à la base, arrêter, comme mon frère de Souvier l'a dit, arrêter d'écouter les politiques. Leur discours, comme on dit, les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. Voilà. Mais justement, pourquoi cette jeunesse ne prend pas conscience de son pouvoir? C'est un problème d'éducation, c'est un problème culturel. Pourquoi elle ne prend pas son destin même? Pourquoi ne se rend pas compte du pouvoir qu'elle détient entre ses mains, la jeunesse? Oui, pour moi, c'est plus un problème d'éducation. Et depuis longtemps, les hommes politiques ont su bien jouer sur ça. La plupart des partis politiques n'éduquent pas leurs militants. Ils attendent juste, quand il y a les élections, ils viennent avec des discours, des beaux discours d'ailleurs. C'est un problème plus d'éducation. Aujourd'hui, la jeunesse n'a pas conscience de ce pouvoir parce qu'elle n'est pas suffisamment éduquée. Elle n'est pas consciente qu'elle a quelque chose en fait à donner. Médissa l'a dit tout à l'heure, quand tu as quelque chose à vendre et que tu ne maîtrises pas le fond de ce que tu vends, forcément tu vas peut-être vendre à crédit. Ou même au braquer, prix. Bien sûr, c'est-à-dire que cette jeunesse doit être rééduquée, comme on dit. C'est tout le souci en fait. On ne prend pas conscience du pouvoir qu'on a. Et aussi longtemps, quand on ne va pas se rendre compte de cela, on sera toujours La nuance entre les expressions, est-ce que la jeunesse doit être rééduquée ou la jeunesse doit se rééduquer? Justement, parce que la nuance, elle est fondamentale. Est-ce qu'il revient à quelqu'un de faire prendre
conscience à cette jeunesse ou c'est à elle de prendre les taureaux par les cornes et de changer les choses? Dans tous les cas, il faudrait d'abord commencer et après cette jeunesse va prendre conscience. C'est-à-dire aujourd'hui, si on dit on peut beau faire des discours, cette jeunesse va se rééduquer, ils ne feront pas. Il faut d'abord que quelqu'un prenne le devant et dise il faudrait qu'on éduque cette jeunesse. Et éduquer quand même un certain nombre de personnes. Et c'est ça, en fait. Ils vont relayer après toute l'information, au fur et à mesure. Parce qu'il faut couper une corde pour tisser une nouvelle corde. Donc elle-même, la jeunesse n'est pas capable de prendre conscience de la situation et de vouloir changer les choses. Mélissa, c'est ce que Pascal semble dire. Alors, moi, j'ai une autre approche de la chose. Je pense que, oui, je suis d'accord que le devoir du politique, c'est d'éduquer la population. Mais écoutez, le politique aussi, il veut avoir le pouvoir. Alors, quel est l'avantage d'aller ouvrir les yeux aux gens, aux jeunes qui constituent un poids pour que cette jeunesse-là ne soit plus manipulée? C'est pas possible. Donc, si nous, les jeunes, nous devons attendre que les leaders politiques nous éduquent, eh bien, je suis désolée. Parce que s'ils nous éduquent, nous ne serons plus les ouvriers politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des ouvriers politiques. C'est nous qui faisons leur corvée. Malheureusement, c'est ça. Alors, ce que je pense, c'est que les jeunes doivent arrêter de croire à la facilité et se mettre au travail. Il ne faut pas s'attendre à la vie facile. Tout se mérite, Monsieur Gilles. Tout se mérite. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on ne peut pas dire qu'il faut éduquer les jeunes, par exemple, alors que ce n'est pas une jeunesse qui est déscolarisée. Il y a des jeunes intellectuels, ils sont même nombreux. Attends, les jeunes, ils comprennent, ils sont capables d'analyser. Mais le problème se situe où? Le problème, c'est que lorsque vous êtes, dans une situation où vous êtes passif, d'accord? Ça fait que quand quelqu'un vient vers vous, vous fait une offre plus simple, vous trouvez que c'est beaucoup plus simple de le faire plutôt que de se mettre en cause et d'y aller. Voyez-vous, nous sommes jeunes, nous avons l'énergie, la fougue, tout ce qu'il faut, mais combien de jeunes se réveillent tôt? On est combien à se réveiller tôt et à aller chercher notre manne? Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a un cas d'un jeune qui est en fin de licence et va soutenir bientôt. Donc j'étais au campus, on discutait, je lui demande mais c'est quoi le projet? Et il me dit je ne sais pas trop, pour l'instant j'attends de soutenir, après je vais voir comment je vais faire. J'ai dit mais attends, quels sont tes objectifs? Et il n'était pas capable. Et des jeunes comme ça, j'en ai vu plein. Ça veut dire que nous n'avons pas d'objectifs. Lorsque tu ne définis pas tes objectifs, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Dans 1 an, je fais quoi? Dans 5 ans, qu'est-ce que je fais? Lorsque tu n'as pas défini un objectif, tu n'as pas un projet de vie, mais c'est normal que quand quelqu'un vient te proposer quelque chose, eh bien, que tu accroches tout de suite. Mais lorsqu'un jeune définit son projet, a des objectifs clairs, c'est que voilà, j'ai un master. Moi, j'ai un master en gestion de projet. Mais aujourd'hui, je ne vis pas de cela. Mais allez au marché, vous allez voir les Nigérians, les Sénégalais, les Maliens en train de travailler. Ils sont en train de faire des petits boulots. Ils ont la main dans le cabouille tout le temps. Absolument. Mais quand tu dis à un jeune Togolais, mais écoute, ne pense pas qu'en ayant la licence, tu ne peux pas aller entretenir une maison, tu ne peux pas aller entretenir un jardin, ou tu ne peux pas aller au marché, acheter un truc au fin fond là, revendre et tout. Mais attends, moi j'ai une licence. C'est ça déjà le problème. Donc ça veut dire que c'est la bureaucratie qui a été semée par les colons d'abord. Et est-ce que c'est ça qui continue de gangréner cette jeunesse qui a développé finalement ce qu'on va appeler comme une forme de paresse Malheureusement, oui. C'est vrai, c'est triste, mais c'est oui. Et puis, je le dis souvent, il y a une différence entre être instruit et avoir des connaissances. La plupart des jeunes aujourd'hui sont instruits, ils ont des diplômes. Mais comme le dirait un coach, quand tu es malade, ce diplôme ne peut pas te sauver. Tu as besoin d'acquérir d'autres connaissances. C'est de cette connaissance qu'on parle aujourd'hui, je crois. On ne parle pas des diplômes. Vous avez certes des diplômes, mais de l'autre côté, il faut avoir certaines connaissances, certaines aptitudes. Je vous raconte peut-être ma petite histoire. Avant, la première fois que je devais gagner de l'argent, je vais finir mes études, j'avais ma licence en comptabilité. J'avais une maison, je suis parti voir le propriétaire, je voudrais le proposer. Et c'est vite d'entretien. Je ne savais même pas faire l'entretien, je vois les gens le faire. Donc je suis allé voir des amis, je leur ai dit, voilà, j'ai négocié avec ce monsieur, il m'a dit, ok, il paie normalement 300 000 à la personne qui vient le faire, moi je lui ai dit 200 000. Je suis parti revoir un autre ami qui va au grand marché, j'ai payé à crédit le matériel, au tout ça faisait 50 000. J'ai pris une équipe que j'ai payée à 50 000. On a fait le travail, j'ai empoché 100 000 francs CFA. J'avais mon diplôme.
Mais j'ai osé, j'ai avancé parce que j'ai appris, en fait, à travers d'autres personnes, qu'il faut avancer, qu'il faut acquérir d'autres connaissances au-delà de nos diplômes. Oui, mais pourquoi vous avez osé, alors qu'ils sont très nombreux à être encore sur le tas, à se ronger les ongles, à végéter dans le chômage? Pourquoi ça a changé sur toi? Quel est le déterminant? Le déterminant, d'abord, c'est vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Je dis souvent, vis la vie qui t'inspire. Moi, j'aime vivre ma vie. Je n'aime pas dépendre des autres. Il faut d'abord ça. Et de l'autre côté, il faut se sacrifier. Beaucoup de jeunes aujourd'hui utilisent leur argent pour payer des bières, pour faire des sorties. Or, moi, je prends souvent mon argent pour payer des documents, des livres, des gens qui ont réussi. J'achète leurs bouquins, je lis comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, tu demandes à un jeune, est-ce que tu veux payer juste un bouquet de 2500? Il te dit non, emprunte-moi ça. Mais aujourd'hui, il est prêt quand même à payer 1 méga ou des mégas durant toute une semaine pour juste faire WhatsApp. Pour s'envoyer des inutilités sur WhatsApp. Je remonte à quoi l'origine de ma question? Pourquoi vous, au lieu de payer de la bière, vous payez des livres avec vos sous? J'ai pris conscience de ce que je voulais. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience? Je sais d'où je viens. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai analysé un peu les Nigérians. Ils viennent de très loin. La plupart des Nigérians que vous voyez au Togo, quand vous allez dans leur village, ce sont des gens, la pauvreté les a lavés en fait. C'est-à-dire, ils sont nés dans la pauvreté. Donc, du coup, en regardant derrière, ils se sont dit non, je ne veux plus retourner là. Il faudrait que je me batte. C'est simple. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie? Quand tu le sais, c'est facile d'avancer. Oui, c'est facile de poser. On peut venir d'un milieu aisé et oser. Hein. Me dis ça, je sais que même en restant à la maison, elle peut. Alors, regardez déjà mes doigts, c'est abîmé, pardon. En fait, vous ne venez pas d'un milieu pauvre, mais je vous vois travailler ardemment. Hein. Donc, vous, quel est le déterminant? Pourquoi vous allez chercher à exceller? Alors, vous savez, c'est vrai, je suis jeune, mais n'oublions pas, vous avez tout de suite demandé à savoir quelle est l'origine de cet état-là de paresse ou de, je vais dire, manque de dynamisme de la part des jeunes. Je pense que quand on prend les années 90, de ce que nos aînés nous ont raconté, avec le vent de la démocratie, nous avons mal compris en fait ce que c'était la démocratie. Alors tout de suite, on a commencé à faire croire aux gens, je parle des leaders politiques pour que les choses soient claires, à faire croire aux gens que voilà, vous n'avez pas besoin de travailler comme ça. Vous allez voir avant un jeune qui travaille sa petite plantation, qui s'en sort comme ça. Mais attends, toi tu perds ton temps en train de faire ça. Est-ce que tu sais que tu n'as même pas besoin de faire ça? Que c'est le gouvernement en fait qui doit prendre soin de toi? Mais est-ce que tu sais que le fait de te décaracasser pour t'en sortir, tu ne devrais même pas, qu'il y a des milliards qui ont été envoyés ou que ceux qui sont à la tête sont en train de détourner? À un moment donné, petit à petit, s'est installé en nous ce côté-là, un peu providence, état-providence, où on a commencé par relâcher. Après, ça arrangeait aussi les métropoles, parce qu'un peuple qui n'est pas dynamique, éveillé, en fait, ça fait un avantage. Et au fur et à mesure, il y a eu des scissions, c'est-à-dire la jeunesse n'est plus soudée. Là, il y a eu ce qu'on appelle, comment ils appellent ça, les appartenances ethniques, religieuses, et la régionalisation et tout ça. Et ça commence alors comme ça, on est divisé, comme quoi diviser pour mieux régner. Et au fur et à mesure, nous perdons ou nous avons perdu notre identité, nous avons perdu nos objectifs de vue. Donc aujourd'hui, nous faisons face à une jeunesse, c'est-à-dire nous les jeunes qui avons dans notre tête ce réflexe-là d'attendre tout du paternel, c'est-à-dire de l'État, du gouvernement. Et donc, je suis là, tant que le chef de l'État ne décide pas pour moi, ne me trouve pas du boulot, un financement, ben, je ne fais pas ma petite entreprise, j'attends. Eh bien, je suis là, tant que le gouvernement ne fait pas sa part pour pouvoir m'insérer sur le plan professionnel, ben, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ça le réel problème. Mais n'exagérons pas quand même. Hein? Moi, je vois des jeunes, beaucoup de jeunes quand même, broyer du noir. Se battre du matin jusqu'au soir sur des taxis-motos, dans des entreprises, travailler comme des métayers, sans arriver à joindre les deux bouts. Est-ce que cette jeunesse n'est pas dépassée par les événements, n'est pas blasée par le fait de pouvoir travailler tout le temps et de ne pas bénéficier des fruits de son investissement? En fait, c'est une question de gestion et de restructuration. Nous, les jeunes, nous ne sommes pas organisés. Nous n'avons pas, disons, acquis les notions d'intelligence financière.
Et écoutez, à quoi ça sert d'être un jeune, par exemple, Zimi Diaman, tu te fais quoi, disons 5 000 par jour, bon, je suis optimiste, hein. 5 000 par jour, ça te fait 150 000. Et tu as une copine à qui tu veux offrir un téléphone de 50 000 ou 60 000. Tu veux porter les plus beaux habits. Tu veux te faire voir, aller en boîte, faire ci. Mais à quoi ça va te servir? On va te voir tous les jours en train de travailler. Mais si tu ne sais pas épargner la semence pour pouvoir la faire reproduire, eh bien, absolument, tu ne vas pas t'en sortir. Là où je vais en venir, il y a beaucoup de jeunes qui veulent rouler en voiture aujourd'hui, alors que les salaires ne permettent pas d'utiliser des véhicules, des voitures. Oui, ce que je dis, vous savez, moi, j'ai un ami nigérien qui est arrivé il y a de cela 8 ans. Et quand il est arrivé, il avait déjà le bac, on est des promotionnels, et déjà, disons, en 2012, il avait déjà programmé comment il va avancer. Il dit, voilà, je vais, les pouces-pouces là, que les Nigérians là, je vais commencer par là. Et au bout de 6 mois, j'aurai épargné tel montant. Je vais embaucher un autre de chez moi qui va le faire et je cherche une cafette. Aujourd'hui, ce monsieur, il est très loin. Il a un immeuble. Pourquoi? Parce que à côté, il y a un Togolais, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, je gagne telle somme, ben, je fais mon programme comme si demain n'existe plus. C'est ça un problème. Et de l'autre côté, c'est que lorsque nous sommes, on l'a dit, nous les jeunes, nous sommes vraiment, nous constituons un poids. Lorsque c'est une minorité qui s'investit et que la grande majorité, en fait, ne le fait pas, en fait, ça n'aide pas, en fait. L'effet de groupe est bousillé. Oui. Mais Pascal, toute proportion gardée, est-ce que l'environnement sociopolitique ne joue pas contre cette jeunesse au fond? Est-ce que le terreau est fertile pour que la jeunesse se développe? L'environnement sociopolitique. Moi, je vais plutôt enlever sociopolitique, je vais juste prendre l'environnement. Oui. L'environnement, c'est la personne elle-même. Écoutez, votre réussite ne dépend pas d'où vous venez, de votre pays, de votre village, de votre famille. Ça dépend de vous. Arrêtez tout le temps de jeter, Médissa l'a dit tout à l'heure, tout sur l'État. C'est ce que nous faisons au Togo. On pense que l'État doit tout faire. On pense aujourd'hui, c'est comme un jeune dans ma maison, il a encore dit ça hier, lorsque le président va quitter ce pouvoir, c'est là moi je vais travailler. Monsieur, il le dit tout le temps. Il a encore dit hier, ce monsieur passe 24 heures à la maison à ne rien faire. Parce qu'il se dit, lorsque les politiques que lui, il n'admet pas, vont quitter, c'est là qu'il lui va commencer par travailler. Écoutez, c'est enfantin, c'est plus qu'enfantin, il ne sait pas ce qu'il veut. Oui, aujourd'hui, votre environnement, c'est vous-même. Se rendre compte que au fond du système, il y a du favoritisme, de la corruption, et que les postes ne sont pas équitablement distribués, et que quand on vient de quelque part, il faut, comment on dit, travailler à 200% pour mériter son truc. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quelque part de se résigner? Ils ont raison quelque part. C'est pour ça aujourd'hui nous parlons d'union de la jeunesse. Cette jeunesse ne peut pas aller en disperser. Il faudrait qu'on s'unisse. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin tout le temps de dire, tu vas le dire dans ton coin, je vais le dire dans mon coin. Si ensemble, on se réunit et qu'on dise, ça suffit. Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça bouge un peu. Je crois que ça va y aller. Mais tout le temps dans ton coin, tu te dis, non, c'est la photo politique. Ça, je ne pense pas, je ne crois pas que ça peut changer grand-chose. Mais dis ça, est-ce que les pesanteurs politiques ne jouent pas contre la jeunesse? Tout jeune aujourd'hui, s'il prend n'importe quelle initiative, est-ce que ça peut prospérer quelque part? Est-ce que le politique ne joue pas contre? Alors, oui, l'environnement sociopolitique agit forcément sur l'épanouissement des jeunes. Je reviens toujours sur ça, mais ça dépend de la maturité et de la prise de conscience de ce jeune-là. Je vous donne un exemple. Lorsque, en tant que femme, tu dis aussi à ta famille, j'ai rencontré un homme. La première question, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je ne sais pas en tout cas si vous avez vécu ça. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui. Mais on ne te demande pas est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il est gentil avec toi? Est-ce que tu te sens bien avec elle? Enfin, avec lui? C'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? En fait, ça veut dire que ce qu'il fait dans la vie va déterminer le degré de respect qu'on va lui donner. Bien sûr. Vous voyez? Donc, oui, effectivement, l'environnement sociopolitique, lorsqu'il est défavorable, ça agit sur l'épanouissement. Mais le degré de cet impact-là dépend, comme il a dit, de ce que tu aurais permis que ça t'atteigne. Lorsque tu vas dans un service où tu vois qu'il y a du favoritisme, au lieu de commencer à crier au loup,
Mais si tu as vraiment envie, que tu es allé pour faire ce travail parce que tu te sens bien, que c'est ce que tu dois faire. Parce que généralement, c'est un autre problème. Nous, les jeunes, nous travaillons pour de l'argent. Et c'est ce qui est mal. Maintenant, lorsque ce pourquoi tu es allé, c'est vraiment quelque chose que tu sais que tu peux faire, mais en travaillant là-dedans et en prouvant de quoi tu es capable, je vous assure, si dans ce bureau-là ou dans ce service, on ne te promeut pas, c'est que quelqu'un va sortir de quelque part et va venir te prendre. Le problème, c'est ça. Il faut que nous brillions. Donc, lorsque tu brilles, l'or, je suis sûr que partout on va jeter de l'or, les gens vont courir dans cette direction. On ne peut pas jeter un billet et ce billet-là va rester longtemps. Forcément, quelqu'un va le ramasser. Donc, moi, je suis vraiment contre ce côté-là de nous plaindre ou de se dire oui, c'est parce que ça ne va pas. Oui, c'est vrai. L'environnement, ça peut être vraiment dramatique pour nous. Mais étant donné, dans ma langue, on dit quand tu vois un serpent et ce serpent te mord, c'est que tu es un idiot. Donc, dans la mesure où nous nous rendons compte que ça peut avoir de l'influence sur nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord apprendre à être autonomes financièrement. Et c'est comme ça qu'on peut challenger. Quand tu veux changer les choses, ce n'est pas en étant pauvre. Quand tu prends les pauvres d'un quartier, mais si tous ils sont pauvres et que personne ne fait l'effort de s'en sortir, comment ils vont pouvoir s'entraider? Mais il faut que quelqu'un sorte la tête de l'eau, qu'il respire un coup et qu'il aille tirer ses frères vers là. Et comme mon ami Pascal l'a dit, on est désunis. Il faut que nous nous unissons. Oui, justement. Et ce manque de solidarité, de coopération, le fait de se mettre ensemble pour vouloir avancer, il me semble que ce problème, ça gangrène aussi le l'épanouissement de la jeunesse. On n'arrive pas à se mettre ensemble. Oui, on n'arrive pas à se mettre ensemble parce que là, je tire chapeau aux politiques. Ils ont su quand même bien faire ce jeu-là. C'est triste en fait. Dans mon église, j'ai un jeune, le jour où je lui ai dit, pour moi, le chef de l'État fait quand même ce qu'il peut. Il m'a dit, je ne veux plus te parler, quoi. Parce que lui, il est opposant, 100%. C'est triste aujourd'hui de voir cette jeunesse-là être manipulée. C'est tout. On ne peut rien faire. Aussi longtemps qu'on ne sera pas unis, on ne peut rien faire. Et il est temps quand même qu'on prenne conscience de ça. Qu'eux, ils ont besoin de leur jeu. Ils ont besoin de leur pouvoir, comme eux-mêmes ils le disent. Mais nous, on a besoin d'autres choses. Écoutez un peu. La plupart des jeunes aujourd'hui sont dans ces partis, certes. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent voir leur leader au sommet avant de jurer de leur vie, ou ils veulent juste vivre ou réaliser leurs rêves, entreprendre, réussir? Si c'est ça, pourquoi ne pas être ensemble malgré nos différends? Elle a dit religieux, ethnique, on peut quand même s'unir à cause du pays, parce qu'on se dit on est Togolais, on est fiers d'appartenir à cette terre-là. On peut quand même dire à un moment donné, ça suffit, unissons-nous pour faire quelque chose, pour parler d'une seule voix. Mais politiquement, partout où on se trouve au Togo, est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent réussir? Les jeunes de l'opposition, vous pensez qu'ils ont les mêmes facilités que ceux qui travaillent par exemple avec le pouvoir? Est-ce que c'est le reproche que beaucoup font, surtout de l'opposition? Ils disent que les vannes leur sont serrées. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le travail qu'ils ont fait. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je n'appartiens pas à aucun parti politique, mais je m'en sors très bien. Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de cette jeunesse-là ou de ce jeune qui veut travailler ou ne pas travailler. Aujourd'hui, moi, je le dis, mais quand tu es de l'opposition, en guillemets, et que tu bosses bien, le parti au pouvoir va te faire la cour. Moi, j'ai vu des jeunes comme ça. Donc, si un jeune aujourd'hui dit « je fais partie de l'opposition », donc du coup, les vannes sont fermées, excusez-moi, c'est parce que tu es paresseux. Ça veut dire que vous avez été déjà récupéré, puisque vous travaillez bien. Je ne suis pas récupéré. J'ai dit que je ne serais pas récupéré. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je travaille pour mon pays, je travaille pour cette jeunesse-là. C'est ça ma vision. Et c'est à ça que j'appelle les jeunes aujourd'hui. Unissons-nous, dictons nos lois. On a besoin quand même de ça, à un moment donné. Il ne faudrait pas que tout le temps, les politiques nous dictent ce qu'on doit faire. Nous, on a quand même droit de parler. On n'est plus des enfants. Donc, à vous comprendre, il y a une surutilisation de la politique au détriment de la jeunesse. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on oublie un peu le jeu politique et que chacun se prenne en compte. C'est ce que vous voulez dire, Unissa? Oui, absolument. Comme je pense que mon frère Pascal l'a dit, vous savez, je l'ai dit dès le départ, le politique, en tout cas à l'heure actuelle, où les jeunes n'ont pas conscience de ce qu'ils représentent, n'ont aucun, en tout cas beaucoup n'ont pas intérêt à ouvrir les yeux
de la jeunesse. Maintenant, pour revenir à la question des jeunes de l'opposition, s'ils ont les mêmes chances, je ne pense pas que pour aller dans un service, il est écrit sur ta tête parti au pouvoir ou opposition. Oui, là, nous sommes assis autour d'une table. On se rend compte que parfois, aussi quand on passe des concours, par exemple, il y a ceux qui sont dans l'opposition disent qu'ils ont été trichés. Pendant que le parti au pouvoir, c'est quand même normal quelque part, récompense ses militants. Oui, là où je veux en venir, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Je ne dis pas que c'est impossible ce qui arrive. Oui. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que là, nous sommes assis autour d'une table. Si je fais un geste brusque vers vous, le premier réflexe, c'est quoi? C'est la défense. Oui. Donc, ça veut dire que quoi? En tant qu'opposant, lorsque tu vas pour travailler et que tu es hostile, ça veut dire que tu déclenches chez celui qui est en face de toi un comportement défensif. Personne ne veut travailler avec quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Et c'est important que quand tu vas pour travailler, tu enlèves ta casquette politique et tu te dis là c'est pour du boulot. Maintenant pour ceux-là qui passent des examens, qui pensent qu'ils sont lésés, malheureusement je ne peux pas dire si c'est vrai ou c'est faux, mais ce que je peux leur dire c'est que je l'ai dit dès le départ, si tu as un objectif clair, que tu sais que voilà comment je dois avancer, ce n'est pas le fait de chuter une fois qui va t'arrêter. Ça veut dire, à force d'essayer, une fois, deux fois, trois fois, de faire autre chose, finalement on arrive à bout. Mais si tout le monde, imaginez-vous, que tout le monde se met à analyser ou à critiquer, ou à se dire ah non ça ne va pas, l'effet va faire en sorte que ça va en fait nous démotiver et au bout du compte qui a gagné? Parce que celui qui est là, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, je pense qu'ils continuent quand même à rouler dans leur belle voiture, leurs beaux costumes. Mais il y a des fois où moi, il m'est arrivé de ne pas manger. Hein, je n'avais pas de quoi manger. Bon? Ah oui, mais sur je ne pense pas que... Ah oui, sur terre. Mais je ne pense pas qu'un leader politique dans ce pays s'est endormi sans manger ou qu'il s'est couché à même le sol. Et je veux aussi attirer l'attention sur un fait. Aujourd'hui, le fait d'appartenir au collectif des jeunes pour le développement, ça m'a ouvert les yeux. Parce que je n'ai pas toujours été comme ça. Et à un moment donné, je vais dire, mes parents ont été très durs envers moi dans l'éducation, dans mon éducation. Je dis d'ailleurs Dieu merci, parce que ça m'a permis en fait de me battre. Et aujourd'hui, je me rends compte, depuis le moment où je travaille au collectif des jeunes pour le développement, que nous les jeunes, il suffit qu'on prenne conscience, qu'on mette un peu de nous, qu'on arrive à se mettre autour d'une table, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est à cela que nous devons nous atteler. Comme M. Pascal l'a dit, on doit s'unir, mais au-delà de ça, enlever les préjugés, les déposer de côté et se mettre au boulot. On va dire aussi que cette crise politique qui s'est exacerbée depuis le 19, on dit août, non, 2017, il me semble que cette crise n'a rien arrangé. Ça a replongé encore beaucoup plus les jeunes, non, Pascal? D'abord, faut dire ceci, on aime trop prendre tout d'une manière politique. Ouais. C'est d'abord notre problème aujourd'hui. Je faisais une formation il y a 2 semaines où je présentais l'histoire de Jack Ma, le deuxième homme le plus riche de Chine, qui a été refusé 30 fois pour avoir postulé un emploi. 30 fois, on ne l'a pas reçu. Est-ce que cet homme a dit après, c'est parce que je suis de tel bord? Non. Il a continué. Il se dit, c'est parce que quelque part, il n'était pas vraiment bon. Il a travaillé sur lui-même. Aujourd'hui, est-ce que cette jeunesse-là peut se dire, à un moment donné, ok, je suis renvoyé, est-ce que je peux revoir ma manière de travail ou ma manière de faire? Où elle a dit, enlever quand même cette casquette-là pour pouvoir avancer. Sinon, on sera toujours là, avec ce problème-là. Avec cette crise, avec tout ce qui est autour, moi, franchement, je ne suis pas vraiment les actualités. Et pour moi, ce n'est pas le plus important. Honnêtement, je ne suis pas les actualités. J'ai horreur, en fait, des actualités. Ça me hors de moi parce qu'on nous raconte toujours les mêmes choses. Et c'est pour bloquer, en fait, notre manière d'avancer. C'est vrai. Et la plupart des jeunes aujourd'hui, excusez-moi, qui ne font rien, c'est eux qui sont là à critiquer, à regarder les actualités, à ne rien apporter. Ils n'apportent même pas des idées. Quand tu leur demandes, OK, là, vous dites ça ne va pas, qu'est-ce que tu proposes? Il n'est pas capable de te dire, je propose ci, je propose ça. Toujours critiquer, pour moi, ça ne fait pas. Mais dis ça. Alors, pour moi, je vois 2 volets. D'abord, pour commencer, depuis la crise du 17 août, je pense qu'il y a des 19, je ne sais plus là. Il y a 19 août. Oui. Voilà. 19 août, on va dire. En août 2017. En août 2017.
Alors, je crois qu'il y a des jeunes qui ont perdu des vies. Il y a des jeunes qui ont été blessés. Il y en a qui sont retrouvés en prison avec un casier judiciaire chargé. Mais je n'ai pas connaissance qu'il y a un leader politique, par exemple, qui soit blessé, qui soit mort ou qui ait un casier judiciaire. Alors, je me pose cette question. Qu'est-ce que nous avons gagné en prenant ce risque-là qui sont sous contrôle judiciaire. Oui, mais sous contrôle, vous voyez la différence. Eux, ils sont sous contrôle judiciaire. Et nous, on est 6 pieds sous terre. D'autres sont blessés, d'autres sont handicapés, d'autres ont des casiers judiciaires qui vont les suivre toute leur vie. Et pendant la négociation, les jeunes dont s'en est vanté ces partis politiques-là, ils sont où autour de la table de négociation? Mais il ne faut pas qu'on se berne. À un moment donné, il faut qu'on arrête tout ça. C'est pour dire que pour les jeunes, aujourd'hui, qui continuent à écouter ou à suivre ces genres de leaders, eh bien, qu'ils assument. Mais moi, en tout cas, personnellement, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux dans quel sens? Je me suis dit, il y a telle chose qui ne va pas dans mon pays. Et si je veux que ça change, je dois être important. J'ai jamais vu un homme handicapé, excusez-moi, c'est pas pour m'en moquer, ou un homme laid souffrir désespérément dans sa Range Rover, être célibataire. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je suis aujourd'hui une jeune leader qui pèse, mais je n'ai pas besoin d'aller mettre ma vie en danger. Mais on va me consulter. Donc ça veut dire que quoi? En tout cas, pour moi, je vois ça dans le bon sens. C'est vrai, la crise actuelle, ça a eu des impacts sur le social et l'économie. Ça a eu des impacts. Mais au-delà de ça, ça nous a permis de réfléchir et de nous dire, eh bien, maintenant, je vais être quelqu'un qui pèse dans la balance. Il faut que nous soyons unis pour que la prochaine fois, quand on doit sortir, on ne va pas sortir pour arranger un leader politique, mais on va sortir, par exemple, pour réclamer qu'on ait des bourses de formation pratique. Ah là, c'est bon. On ne peut pas faire des grèves, je vais dire, des grèves du ventre. On doit faire des grèves de compétences. Et c'est à cela que nous devons aller. Je pense que c'est ce que nous, en tout cas au collectif des jeunes pour le développement, c'est ce que nous nous évertions à faire. Et comme mon ami Pascal l'a dit, j'ai suivi en passant, ça fait une semaine, une table ronde autour de laquelle nous avons échangé. 90% se plaignaient. Oh, le gouvernement ci, le gouvernement ça. Moi, je suis un humoriste, il n'y a pas de centre culturel ici. Mais tu fais rire les gens et tu n'es même pas capable de passer 5 minutes pendant cette table ronde pour faire rire les gens. Alors qu'il peut y avoir des gens qui ont besoin de ces talents-là. Tous les jours, les mariages sont organisés. Tous les jours, il y a des fêtes d'anniversaire, des baby showers, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi nous, les jeunes, on ne peut pas se prendre en main? Oui, mais parler de cette façon, même si on peut être d'accord avec vous, est-ce que ce n'est pas une façon, comment on va dire, de laisser ceux qui jouissent, par exemple, du gâteau national, en jouir tranquillement et dire aux autres, allez, c'est à vous d'aller travailler, de retrousser les manches pour vous sortir d'affaires? Le gâteau national, c'est vous qui l'avez donné. C'est simple. Vous lui avez donné un gâteau. Et maintenant, vous devez faire tout pour reprendre ce gâteau. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Reprendre ce gâteau-là. Et on ne peut pas reprendre ce gâteau si on n'est pas unis, si on n'a pas une certaine connaissance. C'est ce que nous disons. Elle a dit l'autre fois, on avait une table ronde, on avait juste demandé aux jeunes de proposer des idées, de faire des apports d'idées. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas fait. Il y a même un artiste, il se dit jeune artiste, que j'ai invité, il m'a dit non, mais il aimerait le mieux, c'est qu'il pourrait passer sur notre émission, l'émission qu'on fait où on déplace les artistes. Parce que là, je lui ai dit, il n'y a rien. Il me dit, si c'est comme ça, il ne vient pas. Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui à ton pays avant de réclamer? C'est tout le souci. Aujourd'hui, on leur a donné tout ce qu'ils veulent. Le pouvoir qui est là, le politique, c'est grâce à nous qu'ils sont là. Je disais ça l'autre fois, bientôt on aura les élections législatives. Ces hommes qui sont venus vers nous, nous ont dit, on va vous représenter. Combien de fois ils ont défendu la cause des jeunes à l'Assemblée? Combien de fois est-ce qu'ils ont dit, aujourd'hui le chômage est trop, il faudrait qu'on fasse une marche, rien qu'une marche pour ça? Combien de fois ils ont fait voter des lois pour dire, au moins cette année, l'État va financer tel nombre de projets, Non. Donc ça veut dire que nous, on doit quand même prendre conscience de cela et s'unir pour pouvoir reprendre ce gâteau qu'on leur a donné. Ouais. Une dernière question avant qu'on se dise au revoir. Bon, la situation, on a fait le diagnostic, on a cherché les causes. Que faut-il faire maintenant pour changer les choses? Me dis ça, comment réorienter l'énergie de la jeunesse vers les priorités de développement? Alors, je pense que
tout au long de nos échanges, j'ai parlé de la prise de conscience. La prise de conscience est extrêmement importante. Selon moi, il faut que mes amis, mes frères et sœurs jeunes comme moi laissent leur casquette politique, laissent, la paresse de côté, se retroussent les manches et qu'on se mette au boulot. Vous savez, la prise de conscience dont je parle, c'est qu'en voyant un jeune qui roule une moto de 530 000, qui a un smartphone de 300 000, 830 000, c'est le capital pour une entreprise, une petite entreprise, et qui sort pour dire « je suis au chômage ». C'est de cette prise de conscience dont je parle. La prise de conscience dont je parle, c'est lorsqu'un jeune bachelier qui va s'inscrire à l'université laisse ses cours pour aller suivre un match, alors que ce n'est pas Messi ni Pogba qui va venir lui donner à manger. C'est de cette prise de conscience dont je parle. La prise de conscience dont je parle, c'est que nous sommes en pleine période de pluie et il y a des agronomes qui restent à Lomé et qui ne jurent que par des bureaux. Je ne sais pas si le maïs pousse dans les bureaux. C'est de cette prise de conscience dont je parle. Et la prise de conscience dont je parle, c'est aussi celle de voir un jeune qui a sa licence en géo et qui reste à Lomé, alors qu'à Dapaon, on a besoin justement d'un vacataire. Alors, le Togo ne se limite pas à Lomé. Donc, il faut une prise de conscience. Et de l'autre côté, il faut déjà arriver à démontrer que nous pouvons faire foi, qu'on peut nous faire confiance. Parce que, comme vous l'avez dit, qu'ils se partagent le gâteau. Nous, les jeunes, je vous assure que celui-là qui n'est pas capable de travailler dur pour mériter son argent, eh bien, même si on le met au rang de ministre, qu'il critique d'avoir détourné de l'argent, il ne se réveillerait pas à 3 heures comme ces gens le font. Il n'ira pas tout le temps voyager en train de définir des stratégies et autres. Eux, au moins, ils se réveillent tôt, ils travaillent dur. Il y en a même, je me demande s'ils dorment. Est-ce que nous sommes capables de le faire? On parle de Cendrillon et autres. Cendrillon a été maltraitée, mais on sait comment ça finit. Si elle avait refusé ça, elle ne serait pas une reine. Ça veut dire que quoi? Il faut vraiment arriver à canaliser son énergie, à laisser les politiques là où ils sont, eux-mêmes n'ont qu'à aller chercher leurs ouvriers et à se mettre au boulot. Quand nous serons beaucoup plus rassurants, quand nous serons beaucoup plus audacieux, quand nous aurons beaucoup plus confiance en nous, en ce moment, autour d'une table, nous nous asserrons, nous partagerons nos expériences, nous nous souderons les mains et quand il y a quelque chose, on marchera en rang unis. Et c'est à ce moment-là que ces gens-là vont sentir que quelque chose tremble. Sinon, le 19 août, ce qui s'est passé, c'est juste les leaders politiques qui ont tiré profit. Nous, notre 19 août-là, ça doit venir maintenant. Ça serait un 19 août où tous les jeunes vont dire « je retrousse mes manches, je travaille dur et je vais être un poids ». C'est ça ce qu'il faut faire, selon moi. Merci, Médissa. Pascal? Oui, il y a un grand homme qui a dit « l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation ». Monsieur Nelson Mandela, grâce à qui nous avons quand même créé cette synergie qui nous a inspiré énormément. Moi, je veux juste dire aujourd'hui à la jeunesse togolaise et africaine d'investir dans son éducation. Il faudrait qu'on apprenne quand même à payer ce prix pour mieux avancer. On doit apprendre à s'enrichir. Enrichissons-nous d'abord avant de donner aux autres. Tu ne peux pas vouloir donner à quelqu'un si tu n'as rien du tout. Il faudrait que l'État demande après. Je dis souvent, on n'est pas né au Togo par hasard. On n'est pas né au Togo pour voir le Togo se développer. On est né au Togo pour participer au développement du Togo. C'est pour ça, sans faire de la publicité, nous invitons tous les jeunes le 10, 11, 12 août à Blue Zone pour une formation en développement de potentiel gratuitement. Nous allons faire venir des formateurs, des coachs qui viendront former ces jeunes-là sur le développement personnel, la confiance en soi, comment entreprendre, comment réussir. C'est important. Et vous allez encore voir des jeunes qui vont encore inventer des excuses comme ils le font. Merci à vous. L'avenir appartient à la jeunesse. Merci. Merci beaucoup Pascal Dossouvi, président de Synergie des jeunes leaders pour le développement de l'Afrique. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci Médissa Sama. Médissa, un joli prénom. Hein? Ah, merci. Ça veut dire? J'ai accepté. Ah, ça a même une signification. Hein? Ah oui, j'ai accepté de bosser. J'ai accepté d'être une leader pour moi-même. Et non pour un soi-disant leader politique qui est dans sa voiture bien climée, qui le masse le dos pendant que moi j'ai des difficultés. Non, j'ai accepté. Voilà, c'est ça. Je vous ai accepté également. Merci, c'est très gentil. Et nous allons nous arrêter là. Donc pour la première partie de New World Forum, on va marquer une pause pour une nouvelle édition de journal sur votre chaîne. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la seconde partie. À tout de suite.